plusieurs casquettes dans la vie, notamment une sur les réseaux sociaux par une chaîne YouTube de vulgarisation sur les questions des TSA que j'anime depuis plusieurs années. C'est à ce titre-là que Charline, il y a quelques semaines, m'avait contacté pour savoir, à la base, si je voulais venir faire un petit tour à Strasbourg dans le cadre de ces événements de la semaine, en tout cas, de l'autisme. Et puis, comme j'habite tout à l'ouest, dans le Morbihan, en Bretagne, je me suis dit que ce serait bien compliqué. Et donc, on a préféré l'idée d'un format table ronde qui, à la fois, est assez pratique et puis permet aussi de donner l'accès à des personnes qui ne sont pas du tout de Strasbourg, puisque je crois que s'il y a des gens qui ne sont pas d'ici qui se sont inscrits. Et pour information, pour cadrer un petit peu ce temps-là, donc c'est un temps qui va être retransmis aussi plus tard, ultérieurement, en direct après sur ma chaîne YouTube aussi, histoire de valoriser ce qui se fait. On va le faire en 2 temps. Il y aura un premier temps dit de table ronde d'échange autour de thématiques avec les différents intervenants. Ça va durer à peu près 1 heure. Et un autre temps, suite à une pause d'1 quart d'heure, où on pourra être dans le question-réponse, réaction en fonction de ce qui se sera dit. Mais vous pouvez tout à fait intervenir dans le chat. Pour le coup, c'est Charline qui s'occupera de récolter les commentaires, les témoignages qui soit pourront être traités au fil de l'eau en fonction des échanges parce que ça s'y prête, soit on pourra les aborder sur le second temps. Voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'il fallait dire. Je vais déjà passer la parole aux différents participants de ce temps de table ronde. On peut peut-être commencer par toi, Juliette. Si Juliette t'entend. Oui. Ah. Est-ce que tu m'entends? Qui? Moi? Ouais. Oui. Ok. Est-ce que tu peux Bonjour, te présenter je m'appelle Juliette. très rapidement? J'ai 33 ans. J'ai été diagnostiquée TSA, TDAH l'année dernière. Je suis membre du GEM Aspi et compagnie Strasbourg. Je suis contente de partager mes expériences aujourd'hui avec vous. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement le GEM? Est-ce que tu entends, Juliette? Tu entends, Fabrice? Non, alors du coup, on vient te demander si déjà, pendant ta présentation, tu peux en profiter pour élargir et présenter le GEM, puisque tu viens de dire effectivement que tu partais du GEM Ok. compagnie. Donc, voilà. Ok, le GEM Aspi et compagnie est un groupe d'entraide mutuelle pour les personnes autistes, diagnostiquées ou non, ou qui sont proches de la cause autiste. Il est situé au 42 route de l'hôpital à Strasbourg. Et c'est quoi? Ce sont donc des locaux, un lieu de bienveillance, une équipe, un coordinateur et une animatrice, la belle étoile, et une équipe de bénévoles qui se charge en collaboration avec l'animatrice de gérer un planning d'activités, donc qui va du tricot à la paire et danse, donc du mardi au dimanche, chaque semaine. Moi-même, je le fréquente depuis 1 an et demi, et ce que j'y trouve, c'est un lieu de répit, de compréhension mutuelle, de partage de moments marquants et de rire. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. C'est vrai que c'est une belle manière de présenter les groupes d'entraide mutuelle avec effectivement, il peut y avoir le tricot, la dimension aussi d'activité, de divertissement, de loisirs, partage aussi d'intérêt, de connaissances. Et puis, il y a aussi cette dimension parfois que je dirais presque politique aussi, dans l'idée de travailler la question de la pérédance, l'autodétermination et puis de façon générale, l'image qui peut être aussi portée de manière générale au sujet de l'autisme. Je passerai volontiers maintenant la parole à Thomas, puisque toi, tu fais partie, il me semble, aussi du GEM, mais tu le fréquentes un peu moins, de façon moins soutenue, de par ta vie perso, il me semble. Oui, effectivement. Donc, voilà, moi, je me présente, Thomas, 23 ans.
Et je suis effectivement adhérent au GEM, mais moins présent physiquement, notamment parce que je suis étudiant en master de psychologie, ce qui me prend pas mal de temps dans ma vie. Et donc, effectivement, voilà, moi, je suis diagnostiqué depuis un certain temps maintenant, ça fait 11 ans. Et donc, effectivement, l'autisme, pour moi, c'est un sujet hyper intéressant, hyper important. J'aime par les valeurs que ça a, justement, d'espace sécuritaire, de partage, de vie sociale, de paix et danse. Je suis ravi de pouvoir participer à cette table ronde. Et puis du coup, voilà, moi, je vais dire que au niveau double, triple casquette, j'ai à la fois le côté personne concernée, et puis en même temps, il y a aussi un peu le côté personnel médical, psychologue, etc., etc. Ouais, et c'est là où ton profil ressemble un petit peu au mien, Thomas, puisque moi aussi, pareil, je fréquente le GEM de ma ville, en tout cas de mon département, mais de façon un peu dilettante, parce que je suis aussi très occupé pour mon activité professionnelle dans le cadre de la formation, etc. Et pour autant, là où je vous rejoins tous les deux dans ces différentes manières de saisir aussi de l'outil GEM, c'est qu'il y a quand même globalement un état d'esprit aussi qui se ressent très très fort aussi dans les groupes d'entraide mutuelle et probablement dans celui de Strasbourg aussi, puisqu'on a pu en échanger ultérieurement. Et à propos d'état d'esprit, il va falloir aussi peut-être qu'on pose celui de cette table ronde, et c'est pour ça que je vais passer la main pour le coup à toi, Dimitri, qui peut également en profiter pour te présenter. Merci Fabrice, oui effectivement, donc moi c'est Dimitri, j'ai passé les 40 ans et malgré ça j'ai un diagnostic, mon TSA est diagnostiqué il y a 1 an. Ce mois-ci, ce sera 1 an. Donc voilà, l'idée de cette table ronde, à laquelle je suis ravi de voir tous aussi nombreux, c'était de pouvoir se prendre à bras le corps la thématique de la sensibilisation à l'autisme. Mercredi dernier, c'était la journée internationale de sensibilisation à l'autisme, et le GEM essaie de faire régulièrement des actions dans ce sens. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire en sorte que des autistes puissent parler de l'autisme, parce que c'est vrai que souvent on entend parler le personnel médical, souvent on entend parler aussi des proches, souvent des personnes qui ont des enfants concernés par un TSA, mais qui ne sont pas forcément eux directement ce handicap. Et c'est vrai que généralement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants. Et une fois qu'on est adulte, qu'est-ce qui se passe quand on est adulte autiste? Et qu'est-ce qui se passe aussi quand on est un adulte et qu'on fait partie de la charrette? Fabrice en fait partie, Juliette en fait partie, de cette génération qui n'a pas eu la chance, l'occasion, l'opportunité de se faire diagnostiquer relativement tôt, et donc qui découvre son diagnostic sur le tard, et qui doit s'adapter à ça, ou qui voit une révolution dans sa vie. Donc, c'est vrai que l'état d'esprit de cette table ronde, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation, de pouvoir parler entre nous aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais vraiment, comme tu l'as dit, et j'insiste lourdement, il n'est en aucun cas l'occasion de faire des généralités sur la base de quatre intervenants. On a des parcours qui ont des trajectoires comparables et à la fois différentes. L'autisme se manifeste de manière différente aussi chez nous, mais c'est un spectre. Et en aucun cas, ce que l'on dira aujourd'hui n'engagera autrement que notre propre vécu, notre propre parcours. Merci Dimitri. Donc un temps d'échange en tout cas qui est aussi possible par l'investissement à la mobilisation du GEM, des membres du GEM, mais également des personnes qui sont aussi qui sont intervenants pour le GEM, notamment les professionnels. J'entendais coordinateurs, animateurs, etc. Donc à ce titre-là, j'en profite pour passer la main, Charline, pour te présenter.
Merci beaucoup, Charline. Donc c'est vrai que parmi donc, les présentations, 4 intervenants, un des intervenants a été plutôt diagnostiqué assez jeune, hein, c'était toi, Thomas. Mais les 3 autres, c'est vrai que c'était l'âge adulte, c'est ce que tu as précisé aussi, Dimitri. Alors, on pourrait parfois se poser la question, comment ça se fait qu'on peut passer entre les mailles? Après, en fonction de la génération dans laquelle on est, effectivement, parfois, certaines bizarreries, si elles ne sont pas masquées, elles vont être peut-être interprétées d'une manière différente aussi, notamment dans les générations 80 à 90. Toujours est-il que ce diagnostic a été un moment qui a probablement été important dans la vie de chacun, sans quoi on serait probablement, on ne serait pas dirigé vers là. Pour ma part, ce qui m'a toujours étonné, travaillé, questionné, et c'est probablement aussi pour ça que je suis allé dans ces démarches il y a plusieurs années, c'est ce décalage que je pouvais avoir entre ce que je montrais et ce que je pouvais faire, et puis parfois ces incompréhensions de me dire que j'étais capable d'être, pour ma part, sur scène, de gérer énormément de choses, et de l'autre côté, acheter du beurre tout seul dans une supérette, ça devenait vite compliqué. Passer un coup de téléphone simple pour un rendez-vous, ça devenait vite compliqué. Donc finalement, c'est des questions en lien, je pense, avec la question de l'autonomie de façon générale. Est-ce que j'étais un peu trop autonome pour être remarqué comme étant, je dirais, atypique, mais pour autant pas du tout autonome sur des choses simples qui sont si simples pour les autres. Bref, j'ai envie de vous poser une première question. Sur cette question-là d'autonomie, de façon générale, hein, on pourrait la définir, est-ce que ce diagnostic vous permet désormais, que ce soit il y a depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, voire plus, de vous sentir globalement plus autonome dans la vie? Je peux... Oui. Ouais. Alors, très rapidement, alors, tout ce qui était jeunesse était passé sous le tapis parce que problème de santé, j'avais, je sais plus, maladie de Bodian, j'avais vraiment, il y avait beaucoup de signaux comme ça. Mais comme j'étais issu aussi d'un milieu où globalement c'était assez taiseux, on ne se parlait pas, et que j'avais 2 frères qui étaient quand même dans des grosses problématiques que maintenant on comprendrait comme des problématiques 10, avec des grosses difficultés scolaires, je suis passé un peu entre les mailles. C'est seulement au moment où je me suis mis en couple et que j'ai commencé à avoir une vie autonome, c'est pour ça que ce sujet, moi, il m'interpelle, que vraiment des problématiques ont émergé, notamment via les femmes que j'ai pu rencontrer, les filles avec qui je pouvais aussi me mettre en couple, qui me disaient qu'il y avait quand même un truc. Donc, c'est seulement à partir de 25 ans, donc ça fait 20 ans pour moi, à partir de 25 ans que j'ai commencé à faire des démarches et que ça a été nommé pour la première fois pour moi en 2005. Et s'en est suivi tout un parcours diagnostic que je commençais, que je terminais pas pour plein de raisons, parce qu'en général, quand ça va mieux, on ne pense plus trop à ça. Et puis quand il y a des situations qui vont être problématiques, ça revient en fait. Et c'est un processus que j'ai mené sur plus de 10 ans, quasiment 15 ans, avec des ruptures, des allers-retours, etc. Et la décision, grâce au CRA de Bretagne, la décision de terminer le diagnostic en 2005, donc en 2020. Donc ça veut dire que j'ai eu tout un parcours de diagnostic qui a duré beaucoup d'années parce que c'était des épisodes avec des ruptures, etc. Et un diagnostic officiel en 2020, précisément le 16 mars, le jour du confinement. Donc ce jour-là, on m'a dit à la fois que j'étais autiste et à la fois que je devais rester chez moi et que je devais parler à personne. C'était le combo gagnant. Voilà pour la réponse. C'est bon, je pense. C'est bon. C'est bon. Ouais, alors du coup, je vais en profiter donc, pour reprendre ma question, parce que comme j'évoquais mon parcours diagnostique, c'était justement cette difficulté à être autonome en tant que vie adulte, avec un emploi, des collègues, etc. Parce que quand ça s'installe dans la durée... Ah, donc ton micro est coupé, Fabrice. Oui, Fabrice. Mince. C'est Juliette qui coupe les micros. Alors... Ah bon? Ouais, alors là, c'est bon. Ok.
Ouais, ça c'est bon. Et bon, alors je reprends du coup sur ma question. Une fois le diagnostic posé, est-ce que vous avez senti peut-être une différence, et notamment sur cette histoire d'autonomie? Qui veut commencer? Bah, je peux prendre la main si vous... Vas-y, vas-y. Je prends la main? Oui. Alors, moi, du coup, je vais avoir peut-être un peu la réponse en décalé par rapport aux autres, puisque je vais répondre avec l'idée que c'est un diagnostic que j'ai eu, moi, étant au collège. Donc, se posait pas encore la question de l'autonomie adulte, mais quand même, moi, je pense que l'autisme, c'est un truc qui m'a rendu autonome à 2 égards. Déjà, dans un premier temps, parce que, justement, ayant été diagnostiqué à l'adolescence, j'ai eu beaucoup de temps de passer par un parcours thérapeutique suite au diagnostic. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de suivi en structure, d'avoir des professionnels vraiment spécialisés et qui ont su m'aider à travailler dessus, et notamment en lien avec ma vie scolaire à ce moment-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, si je suis capable d'être autonome dans ma vie d'adulte, c'est parce que j'ai eu ce suivi thérapeutique, justement, qui est accessible en tant qu'enfant, suite au diagnostic. Et puis, dans un deuxième temps aussi, parce qu'aujourd'hui, connaître ce diagnostic, connaître un petit peu les symptômes que ça comporte, les spécificités qui sont les miennes et qui sont liées, a priori, au TSA, ça me permet aussi, moi, de mieux me connaître au quotidien, de mieux connaître mes limites, de savoir mieux me gérer. Même si, évidemment, comme pour tout le monde, c'est jamais parfait, il y a toujours des moments où ça coince plus que d'autres. Mais oui, je pense que surtout moi, à une époque où, quand j'ai été diagnostiqué, j'étais en grosse dépression infantile, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et entre guillemets, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu ce diagnostic, à mon sens. Ouais, justement, avec la question de qui serais-tu sans ce diagnostic, tu vois, après, ça peut être que de la projection, de se dire si ça se trouve, tu aurais développé d'autres stratégies. C'est un sujet qu'on pourra parler tout à l'heure aussi. Mais effectivement, alors, et du coup, le retour, peut-être que toi, Dimitri, t'en ferais, alors avec une vie, j'ai presque envie de dire quasiment construite, sans doute insérée professionnellement, peut-être, familialement, peut-être aussi. Et puis finalement, cet estampillage qui arrive dans ta vie à un moment, comment tu le reçois et puis qu'est-ce que ça change? Pour contextualiser un petit peu les choses, on parle d'autonomie. Toi, tu disais que justement, c'est quand tu as commencé à quitter le nid familial, à t'intégrer dans des relations sentimentales, que tu t'es rendu compte qu'il y avait un décalage d'autonomie. Moi, j'ai grandi dans un contexte où il fallait être fort, il fallait gommer ses faiblesses, il fallait accepter ses difficultés parce qu'on a tous des difficultés. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, ce qui fait que même au début de mon âge adulte, je pense que j'étais dans le déni où j'oblitérais complètement mes difficultés, où je ne prenais pas forcément attention puisque je considérais qu'elles étaient le lot de tous. Et c'est dans un contexte professionnel assez particulier que là, je me suis rendu compte que oui, j'avais des difficultés et que c'est comme ça que le diagnostic est parti. L'autonomie, j'avais le sentiment d'être autonome et je ne faisais pas forcément attention à ce qui n'allait pas en considérant que effectivement c'était l'autre tous. Aujourd'hui, que je sais pourquoi j'ai ces difficultés-là, je ne dirais pas que ça a changé quelque chose sur mon autonomie. Par contre, ce que ça a changé, c'est sur ma perception de mes difficultés, où j'arrive du coup à les percevoir, à les analyser et du coup à mieux me gérer aussi, quoi. C'est-à-dire que je peux être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus attentiste sur un certain nombre de choses auxquelles je n'aurais pas forcément prêté attention il y a 2 ou 3 ans, quoi. C'est plus par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'au niveau autonomie, c'est vrai que j'ai cette chance d'être inséré professionnellement, j'ai cette chance d'avoir eu une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un appartement à moi, enfin voilà, de pouvoir. Mais c'est pareil, c'est ce que tu disais, je suis capable de faire des choses grandiloquentes au niveau du travail et à côté, rester plus de 5 minutes dans une file d'attente à la caisse, ça devient la difficulté. Avoir un coup de fil de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça demande un effort énorme. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est ce que beaucoup m'ont dit, mais tu ne peux pas être autiste, tu es autonome. Ouais, mais peut-être qu'à côté, justement, il y a des choses, de détails qui font que on ne se sent pas forcément autant autonome que ça, mais voilà, c'est des choses avec lesquelles on apprend à vivre. À partir du moment où on sait qu'on est diagnostiqué, à partir du moment où on sait pourquoi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à mieux me connaître. Ouais, l'autonomie, de toute façon,
c'est important parce que finalement, je trouve que comme thématique, parce que c'est vers quoi on est appelé de toute façon quand on grandit. Quand je serai grand, je ferai ci. On nous apprend comme ça à nous débrouiller tout seul, finalement, à identifier qui on est et puis choisir peut-être nos propres dépendances. Et quand on conceptualise l'autonomie, c'est hyper relatif. Hein, l'autonomie d'une personne en institution qui est pour le coup dans une forme de dépendance, on va parler quand même de maintien de l'autonomie, puis on parlera aussi d'autonomie quand il s'agit peut-être d'un jeune, d'un jeune majeur suivi par la protection de l'enfance. Pourtant, on emploie ce même terme. On peut y voir peut-être deux déclinaisons de l'autonomie, une autonomie de décision, la question de la prise de décision, et puis une autonomie d'exécution, le fait tout simplement de pouvoir le faire. Et je pense qu'il y a certains endroits où c'est pas qu'on va pas l'être, mais c'est que c'est pas forcément tout le temps équilibré. Et de ton côté, Juliette? Juliette, nous ton image. Juliette, je ne sais pas si tu nous entends, mais tu n'as pas le micro. Et je voyais en tout cas en attendant dans les commentaires San qui disait en ce qui concerne les difficultés au quotidien, démarches administratives, anxiété, elles sont omniprésentes et peuvent être invisibilisées et en décalage avec notre rôle social qui nous force à compenser énormément au quotidien. Et moi, je rejoins vraiment ça. Là, je me permets d'aller un peu vers la sociologie de Dubar, notamment sur les questions d'identité sociale, qui expliquait que notre identité, c'est quelque chose qui est en permanence en transaction, c'est-à-dire en négociation intérieure entre qui on est nous et puis qui on doit être pour les autres. Ce qu'il va appeler, il appellera ça le soi pour soi et le soi pour autrui. Et que quand parfois il y a du gros décalage, c'est peut-être ça aussi qui peut amener à un moment donné que les stratégies ne fonctionnent plus en fait. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Est-ce qu'on a Juliette entre-temps? On n'a pas Juliette. Non, je ne sais pas Juliette. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on vit aussi dans un monde où il y a tout est généralisé, c'est-à-dire que si à partir du moment où on est vu comme autonome ou qu'on est vu comme étant intelligent ou pratique, etc., on doit l'être, on est considéré comme l'étant dans tous les domaines. Et là où on est un peu en décalage par rapport à tout ça, c'est qu'on est capable de faire des choses totalement même merveilleuses dans certains domaines, mais à côté, on a le décalage que même pour des choses très pratiques du quotidien, on est complètement à la rue. Et ouvrir sa boîte aux lettres, ça peut être une difficulté pour certains, alors qu'on est capable de sortir une thèse de 600 pages sur un sujet, quoi. C'est ça qui nous pose un petit peu en décalage par rapport à tout ça, c'est que derrière une enveloppe globale, ce qui est attendu dans la société, c'est qu'on est censé, si on est intelligent, on l'est pour tout, alors que là où on a un petit peu notre atypie, c'est que justement, on ne peut pas être catalogué, on peut pas être catalogué de cette manière-là, quoi. Mmh. Ouais, puis il y a une espèce d'injonction là, tu sais, qui est très paradoxale. Il faut être autonome, mais le simple fait qu'on me dise sois autonome, je peux plus l'être, en fait. On me l'a imposé. Et souvent, moi, je me pose cette question. C'est pour ça que je parlais d'autonomie de décision différenciée de l'autonomie de l'action. C'est que c'est qui décide quand je décide aussi. Dans quelle mesure je ne vais pas être réceptif aussi aux attentes sociales et à cette pression-là qui fait que je vais faire certains choix qui finalement ne sont pas les miens et qui soit relèvent d'une stratégie d'évitement du conflit ou je ne sais pas quoi, soit carrément d'une personnalité empruntée qui n'est pas vraiment de moi, parce que quand je suis en société, comme je suis avec vous, je mesure, et c'est sans doute votre cas aussi, le décalage aussi avec certains comportements, certaines atypies que je vais pouvoir avoir. Et de temps en temps, quand je suis au travail et qu'il y a des trucs qui reviennent et que je me fais avoir, je me mets à parler tout seul ou des trucs comme ça, je mesure aussi la dimension adaptative qui est quasi instantanée chez moi et qui est sans doute épuisante, je pense, dans le fond. Oui, parce qu'il faut s'adapter. Pour moi, il y a une question autour de l'autisme, c'est que je le crois aussi, c'est un handicap. Mais finalement, quand je vois comment on est dans les GEM, quand je vois comment on s'active
Là, on peut avoir des vies sociales très riches, on arrive à se comprendre entre neuroatypiques, entre autistes, on arrive aussi à comprendre, même si c'est un peu difficile, on arrive à comprendre aussi le fonctionnement du monde neurotypique, on va dire. Par contre, là où ceux qui ont le plus de difficultés, finalement, c'est d'être eux vis-à-vis de nous, et c'est finalement peut-être ces gens-là qui sont handicapés, ils ne savent pas s'adapter à un autiste, alors que non, c'est plus facilement s'adapter à eux. Ouais, bien sûr. Mais du coup, toi, Thomas, comme toi, que tu t'es quand même construit une bonne partie maintenant de ta vie, je dirais c'est l'adolescence, mais l'adolescence, début de vie d'adulte, c'était quelque chose qui était plutôt normalisé, du coup, peut-être tes petites atypies, puisque justement, il y avait le diagnostic à ce moment-là. Et tu n'as peut-être pas le même vécu que nous là-dessus. Je pense que la différence se fait, j'allais dire, pour moi, l'autisme, je l'ai toujours vu comme un truc à double tranchant. C'est-à-dire que dans tout ce que vous dites, dans la question du masking, pour moi, il y a vraiment la question du handicap invisible, dans la question de l'autisme sans déficience. Et du coup, pour moi, à la fois, effectivement, il y a eu quelque chose de plus simple parce que ça pouvait être normalisé, mais pas forcément dans le positif. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai souvent eu tendance à avoir, c'est soit effectivement, en fait, parce que je le travaille, ça ne se voit pas. Et donc, du coup, c'est difficile de faire reconnaître les difficultés. Et donc là, on en vient à ce que vous disiez, le fait de devoir masquer, d'avoir une identité sociale qui va être différente en fonction des contextes, d'avoir une multiplicité de postures à gérer pour pouvoir trouver un peu un espace où ça fonctionne à peu près en situation sociale, notamment à l'école, notamment au travail, ce genre de choses. Ou alors, il pouvait y avoir du coup l'extrême inverse, de dire « Ah, mais en fait, t'es autiste, mais du coup, on va surcompenser, on va le voir comme un gros handicap. » Et du coup, finalement, on mettait sur le fait que j'étais autiste l'image de l'autisme telle que les gens l'avaient dans leur tête, plutôt que mes propres difficultés. C'est-à-dire que parfois, typiquement, je me suis vu, moi, avoir, je sais pas, des besoins anticipés par des professeurs qui volontairement, je sais pas, ne me posaient pas des questions en classe pour ne pas me mettre mal à l'aise, mais qui du coup finissaient par me mettre à l'écart parce que en voulant ne pas stigmatiser, finalement, on montrait l'autisme outre mesure et du coup, c'était pas bon non plus. Donc, je pense que c'est vraiment une étiquette à double tranchant qui, pour moi, est hyper importante en termes de développement, mais qui n'est pas facile à gérer, quelle que soit la manière dont on le prend, quoi. Alors, je te rejoins totalement parce que ce que tu décris, tu vois, ça fait partie aussi des petites choses que j'ai vécues parce que moi, j'ai voulu en faire un non-sujet dans mon entourage, dans le sens, c'est pas un secret, c'est pas. Alors, je sais qu'il y a souvent certaines personnes n'en parlent pas forcément. Moi, j'ai fait un autre choix et puis j'ai pu voir qu'il y avait des petites attentions très gentilles, mais en mode tiens, Fabrice, tiens, je vais téléphoner pour toi à tel truc dans le cadre du boulot. Mais il y a des fois où je peux le faire. Il y a des moments où je sais que je peux pas, mais il y a des moments où je sais que je peux. Et le simple fait d'aller dans ce délire-là qui peut rejoindre un truc un peu condescendant, validiste, machin, mais essentialisant aussi autour du diagnostic, ça a pu parfois aussi me gêner un peu parce que ça devient après ça peut devenir une solution aussi pour les autres de manière aussi à se dédouaner eux-mêmes de leurs attitudes parce que si je pouvais avoir une interaction compliquée parce que ça arrive mais pour tout le monde probablement ouais mais c'est normal parce que lui il a des problèmes de communication alors que ça n'empêche pas que j'étais peut-être légitime aussi dans ce que je disais et donc moi j'ai vu aussi ce côté comme tu dis double tranchant et ça rejoint quand même ce que tu dis par rapport aux aménagements que tu pouvais avoir cette dimension d'uniformisation des adaptations qui viennent un peu qui rejoignent un peu la négation de la particularité individuelle et le fait que quand on connaît un autiste, on connaît simplement un autiste ou une personne même en situation de handicap de manière générale. Et ça, c'est le piège. Et c'est intéressant parce que ça nous permet aussi d'aller peut-être de se diriger vers cette question-là aussi, cette question de l'entourage, dans la façon dont il accueille ces questions-là ou pas. Et puis peut-être quelle place on a pu prendre dans cette idée de sensibilisation aussi au TSA. Donc peut-être que je te pose la question à toi, Dimitri. Est-ce que justement
tes démarches, tout ton processus aussi, je dirais presque existentiel, démarche diagnostique, et après, est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé auprès de ton entourage, et est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques de façon peut-être à améliorer à la fois la considération qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de toi, mais de façon plus générale vis-à-vis des TSA? Au niveau de mon entourage, je vous avouerai, moi j'en ai parlé à très peu de monde tant que le diagnostic n'était pas fait. Après, j'en ai parlé à mes parents parce qu'il y a toujours une recherche aussi des antécédents et des connaissances un petit peu de savoir ce qu'on a été quand on était pendant l'enfance, dans cette partie du processus diagnostique. Mais après, une fois que, mais quand j'en ai parlé au niveau de la demande de ma démarche, voilà, je ne paraissais pas autiste, donc c'était pas forcément pris avec, je sais pas que c'était pas pris avec sérieux, mais en tout cas, il y avait, voilà. Et après, une fois que le diagnostic est tombé, une fois que c'était avéré, c'était pour moi plus facile également d'en parler avec eux, non pas pour revendiquer ce qu'est l'autisme, non pas pour revendiquer certaines choses, mais pour expliquer le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a un diagnostic qui tombe, déjà pendant la procédure du diagnostic, on est capable de comprendre un certain nombre de choses sur lesquelles on n'avait pas forcément la lumière, sur des actions passées, etc., sur des difficultés. Donc après, une fois qu'on a ce diagnostic, on a pu en échanger avec les accompagnements médicaux, etc. On a les éléments de langage aussi pour pouvoir expliquer. Et moi, mes parents, mes enfants, au boulot, ça peut m'arriver de dire, bah voilà, non, ça rentre pas dans ma façon de fonctionner, il vaut mieux faire autrement, etc. Moi, j'avais une ancienne collègue qui me disait toujours, oui, mais je voulais te faire comprendre que, je dis, oui, mais moi, si tu le verbalises, je le perçois pas, c'est pas verbalisé, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est un sous-entendu, je n'irai pas dans la bonne direction. Donc ça permet de, voilà, c'est pas pour dire l'autisme c'est ci, l'autisme c'est ça. La sensibilisation à l'autisme, je le fais dans le cadre qu'on a aujourd'hui, dans le cadre des actions qu'on peut faire au niveau du GEM à l'extérieur. Mais là où j'ai vraiment des clés aussi, c'est au niveau de l'autonomie. Pour moi, c'est ça peut-être important. C'est l'autonomie quand on est autiste, c'est aussi avoir les mots pour pouvoir expliquer à notre entourage les difficultés qu'on peut rencontrer, ou pas forcément les difficultés, mais notre mode de fonctionnement finalement. Et c'est pas pour me faire le capricieux, mais c'est pour dire, ben voilà, ça, si ça a été présenté de cette manière-là, on aurait pu éviter un malentendu, ou voilà, c'est plus sur ce mode de fonctionnement-là. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'en gros, tu gagnes pas forcément en autonomie de façon très, très générique du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire du point de vue de ce que tu pourrais savoir mieux faire depuis, bah non, mais peut-être du point de vue situationnel où tu peux, de façon peut-être plus facile et plus légitime et plus claire dans ta tête, donner un peu le chemin d'accès à toi et sur les situations justement qui, pour lesquelles tu es plus en difficulté, où tu as besoin d'une préparation, d'une prévention, etc. Donc c'est plus pour donner accès à ton mode d'emploi, peut-être chez les autres, que tu le vois. C'est ça, mais c'est un mode d'emploi pour moi-même, pour moi, et pour les autres, du coup, vis-à-vis de moi. Et effectivement, ça me paraît important parce on parlait justement, je parlais il y a 30 secondes de la verbalisation. Pouvoir verbaliser la manière dont on fonctionne, ça me paraît déjà être une bonne chose aussi sur cet accès. Je ne dirais pas forcément à l'autonomie, mais pour mieux appréhender ou faciliter les interactions sociales. J'ai une anecdote qui est très récente, qui date d'hier au boulot. Et c'est une collègue, on était dans la salle de pause. Alors déjà, bon, j'y étais. Et une collègue me donne une info en lien avec une situation qu'on avait vécue le matin. Et elle me l'a dit d'un ton où j'étais incapable d'identifier si c'était une demande qu'elle me faisait ou si c'était une information qu'elle me donnait. Et puis je lui dis, mais tu me le dis ou tu m'informes ou tu me demandes, je ne sais pas, j'arrive pas. Et puis les gens, du coup, les collègues, ils rigolent, voilà, bon, naïveté. Et puis je leur dis, non, mais en vrai, c'était pas clair, hein, l'intonation. Et puis une collègue, en déconnant, elle dit, oh, de toute façon, toi, maintenant, quand on te parlera, on nommera la ponctuation. Et puis elle dit, du coup, ça va Fabrice? Point d'interrogation. C'était pas méchant, c'était un peu de la déconnade, mais c'est ce genre de petit truc qui est, si on le nomme pas, si on le verbalise pas, si on demande pas du feedback et puis voilà, eh ben on peut se retrouver face à des moments comme ça de questionnement et qui soit bon, on zappe vite, on passe à autre chose, soit on finit par ruminer pendant 3 semaines après parce qu'on n'a pas compris cette situation. Donc je crois que je te rejoins sur l'intérêt, en tout cas, le plus possible de donner accès à son fonctionnement à l'autre. Oui. Je n'ai pas entendu toutes les interventions, mais oui, dites-moi.
En gros, c'était est-ce que finalement, ce diagnostic, c'est à 30 ans, je crois, ton diagnostic. 32, maintenant j'en ai 33, oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu as changé, non pas ce que tu as changé, est-ce que tu as ressenti un changement dans ta capacité à réaliser peut-être certaines tâches qui étaient compliquées ou pas? À part la prise en charge effectivement médicale et la reconnaissance de oui, effectivement, vous avez des difficultés. Globalement, dans le quotidien, pour moi, rien n'a changé. Ce qui a changé pour moi, c'est d'avoir pris conscience de mes difficultés et d'avoir entamé un travail personnel sur mon savoir-être et savoir-faire, sur l'acceptation de soi, en fait, et sur faire le deuil de ce qu'on aurait aimé pouvoir faire, aimé être, et de découvrir, se redécouvrir, et puis s'autoriser à fonctionner, à essayer de fonctionner tel qu'on est, en fait. Ça a changé. Autrement, voilà. Tu vois, Juliette, que tu parlais de faire le deuil de ce qu'on aurait aimé faire. Alors, je ne sais pas si ça rejoint ça, mais moi, j'avais une petite phrase que j'avais pu dire quand je fais sur une vidéo, c'est que j'avais l'impression d'avoir, notamment dans mon rapport aux autres, où j'ai souvent eu l'impression d'être en satellite et puis de jamais vraiment réussir à être en lien comme les autres. Mais pour autant, à essayer de me normer pour être intégré. Et j'avais une phrase où je disais ça, c'est que c'est comme si moi, j'avais couru toute ma vie vers un objectif sans me rendre compte de deux choses. C'est qu'à la fois, l'objectif, il était vain, et en plus, il ne me correspondait même pas à la base. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu veux dire ou plutôt exactement, dans le sens... Exactement. C'est foncer tête baissée, coûte que coûte, jusqu'à s'écrouler, en fait, et d'accepter ses limites, les redécouvrir, apprendre à vivre, en fait, à ne plus masquer aussi, parce que bon, pour certaines personnes, surtout féminines, voilà, on se met bien la pression, et puis il y a aussi combattre l'image de ce qu'on attend des personnes, peu importe femme ou homme, et c'est exactement ça. Ouais, ce que tu disais, Charline, sur le chat, il y a des réactions qui rejoignent un peu ce que tu dis. C'est vraiment la question, comment gérer le coming out auprès des proches et trouver la meilleure stratégie pour pouvoir être entendu dans nos spécificités. Du coup, je te donne la parole, Juliette, là-dessus. Tiens. Alors, ça va être bizarre, mais je pense qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer, soi, et s'imaginer que, voilà, s'il n'y avait plus personne sur Terre, comment j'aimerais être, accepter, essayer, bidouiller, faire des expériences, et ensuite, pour l'annoncer à ses proches, vous pouvez, si vous dites ok, bon, c'est pas grave, il faut bien à un moment le dire, mais il faut aussi accepter le fait que potentiellement, en retour, il n'y aura pas cette peut-être reconnaissance qu'on aimerait avoir. Parce peu importe, dans l'éducation, il y a toujours les parents qui ont certaines attentes et ils découvrent que finalement, leur fille ou leur fils ne correspond même pas du tout à l'image de ce qu'ils avaient. Et parfois, c'est très dur à faire passer le message, mais le plus important, c'est, je dirais, oui, d'en parler, mais aussi accepter que peut-être qu'ils le comprendront, mais peut-être aussi qu'ils ne le comprendront jamais. Il faut être en paix avec son soi intérieur. C'est vrai qu'il y a peut-être, alors je ne sais pas si c'est un travers ou non, il n'y a pas du tout à porter de regard là-dessus, mais peut-être la tendance à s'imaginer que le monde va se réorganiser comme par magie une fois que le diagnostic sera posé. Et puis on se rend compte que finalement, dans cette quête-là, on va chercher aussi la légitimité au travers du regard de l'autre, et c'est souvent décevant parce qu'il se sent obligé de te donner son avis, en fait, aussi. Et puis ça, il passe par ses propres filtres, et ce qui fait que c'est hyper compliqué. Moi, j'ai l'impression cette idée de faire comprendre à l'autre
j'ai l'impression que c'est presque vain et qu'on est plutôt surpris par justement des retours hyper positifs de personnes dont on n'imaginait pas, et puis d'autres pour lesquelles on aurait pu avoir des attentes. C'est tout le contraire. Mais c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que, enfin, quand on parle, moi, en tout cas, quand je parle de mon diagnostic, quand je parle de mon autisme, j'attends pas une validation de la part des autres. Moi, je vais juste dans l'idée, voilà, moi, je t'en parle, c'est parce que je fonctionne comme ça. Si tu veux qu'on interagisse, je te donne les clés pour que ma manière de fonctionner. Par contre, je te demande pas ton avis sur le fait que je sois autiste ou pas, puisque de toute façon, il est là, l'autisme. Donc, je donne juste les clés pour qu'on puisse échanger, mais j'attends pas de validation par rapport à tout ça. Et de ton côté, Thomas, j'allais réagir à ça, justement. Moi, je rejoins un petit peu tout le monde. En fait, j'ai envie de donner deux réponses. La réponse déjà de la personne concernée, en disant je suis d'accord avec vous, la grosse difficulté, c'est de réussir à communiquer en sachant qu'on ne sera pas forcément entendu et que je pense le plus dur et le plus important, c'est de garder espoir en se disant qu'il y a des gens qui comprendront jamais, mais qu'il y a aussi des personnes qui sont capables de comprendre et qui, derrière, vont être des vrais soutiens à partir du moment où ils ont l'information et que finalement, cette information, il faut qu'elle soit utile pour nous quand on la transmet avant toute chose, que nous, on y trouve un intérêt à la transmettre, que ce soit pour nous-mêmes ou parce que, effectivement, on sait que ça va nous permettre ou pas de jauger ce que la personne est capable de faire par rapport à nous. Voilà, pour tout ça, je pense que c'est hyper important et que c'est hyper difficile et que c'est vraiment un état d'esprit de réussir à le faire au bon moment, avec quand on considère que c'est utile, en continuant à s'aimer avec ses propres... avec nos spécificités, à pas stigmatiser nos spécificités, même si la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et puis qu'à ça, je pense qu'il n'y a pas de recette et que ça appartient à chacun. Et après, par contre, moi, j'ai aussi le point de vue plus du professionnel, où on va dire, moi, je suis un petit peu, pas en colère, mais un petit peu déçu au quotidien de constater que, en fait, ouais, d'un point de vue des pros, il y a aussi vachement de choses à faire. Il y a beaucoup de prévention encore à faire qui n'est pas suffisante, qui fait qu'il y a encore beaucoup de préjugés chez la plupart des personnes, qui rend cette communication difficile du côté des personnes autistes. Et en fait, quelque part, si on veut avoir du soutien, si on veut avoir un minimum d'aide des autres, on doit nous faire cette démarche. Or, je pense aussi que du côté du personnel médical, il y a des choses à faire pour que les gens d'eux-mêmes aient plus d'ouverture là-dessus. Et puis après, il y a aussi simplement l'apprentissage de compétences. C'est-à-dire que je pense que c'est hyper important aussi d'apprendre des compétences aux personnes autistes pour réussir à dire les choses et apprendre aussi des compétences pour que les personnes proches ou de la population neurotypique aussi aient des compétences pour accueillir ce genre de discours. Ça vaut pour les personnes autistes, mais ça vaut pour plein d'autres choses aussi. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'intervention là-dessus. Et je rejoins un commentaire que je vois sur le chat qui vient d'arriver, qui dit qu'il y a même beaucoup de préjugés auprès du personnel médical, qui a un problème encore supplémentaire et qui vient dire qu'il y aurait même besoin d'intervention déjà même en interne, au sein même parfois même des CRA, alors que c'est l'endroit où il y a les diagnostics. Et moi, c'est un engagement un peu que j'ai au niveau pro aussi de travailler pour développer ce genre d'intervention. Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on en soit encore réduit à dire, voilà, on a un diagnostic, c'est à nous de prendre en charge au quotidien, il faut dire les choses, et puis on va voir comment ça va se passer, même si c'est une réalité. Ouais, sachant que les CRA, alors après, sans doute que ça varie selon les régions, mais ils ont quand même des missions d'appui aussi, d'intervention et de formation des professionnels de deuxième ligne, je dis, parce que deuxième ligne, c'est vraiment tout ce qui vont être les centres médico-psy, etc., et qui sont en mesure de poser des diagnostics, mais qui sont parfois un peu aussi dans la résistance, toujours sur des vieilles considérations, avec des troubles disharmoniques de l'évolution, là, tous ces étiquettes qui se décalent un peu du neurodéveloppement. Et il y a encore un chemin à faire. Et parfois, je me dis que quand les CRA sont arrivés, qui devaient être normalement des dispensaires aussi pour ce qu'on appelait les situations complexes. Et qui dit situation complexe, ça ne veut pas dire que le gamin, il pète tout.
Ça veut juste dire que le diagnostic, il nécessite un diagnostic différentiel pour bien savoir de quoi on parle. Sauf que quand ils sont arrivés, finalement, on a eu tendance à mettre tout le monde au CRA dès lors qu'il y avait un peu des doutes, ce qui fait que ça a embouteillé les CRA, ce qui fait qu'ils ont des listes d'attente de 2 ans, 3 ans. Et en attendant, les professionnels ont oublié aussi de se mettre à jour, de se cultiver. Et donc, il y a une espèce de gros décalage aussi maintenant, parce que l'idée, c'est de refaire machine inverse pour reformer aussi les professionnels de première et de seconde ligne. Mais c'est pas gagné. Il y a du boulot. Je te rejoins, Thomas, et je t'encourage, dans le cadre pro, en tout cas, à travailler tout ça. Et ce travail se fait aussi, je pense, par les personnes concernées, qui de plus en plus sont de plus en plus, même si ce n'est pas encore reconnues pour leur expertise, l'expertise de l'expérientiel, et ces personnes concernées commencent aussi à rejoindre un peu les professionnels dans le cadre de ce qu'on appelait les patients experts et tout ça, et que la pérédance aussi commence un peu à gratter un peu de terrain aussi pour rejoindre tout ce qui va toucher les formations auprès des professionnels, donc c'est plutôt bien. Et beaucoup de TDAH, TSA, comment le CRA évolue à ce sujet? Alors celui de Strasbourg, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les CRA maintenant, ils vont devoir composer avec la stratégie d'orientation TND. Donc, de plus en plus, on va être plutôt dans une logique de troubles du neurodéveloppement plus que de TSA, ce qui n'est pas sans poser des difficultés, d'ailleurs, au niveau des associations de parents, voire même des associations autistes, parce que si on imagine que tout est mis dans le champ des TND, ce qui est le cas, ça voudrait dire que les enveloppes budgétaires seraient globales, et donc comment dispatcher aussi les financements, sachant que j'ai tendance à me dire qu'on aurait presque... je crains qu'on délaisse un peu le TSA au profit de tout ce qui toucherait les troubles 10. Alors, rien contre les troubles 10, mais parce que c'est quand même très présent dans le monde scolaire et tout ça. Donc en ce moment, je ne sais pas comment le CRA de Strasbourg évolue à ce sujet. En tout cas, sur celui de Bretagne, dont je fais partie, c'est quand même en réflexion là-dessus. Juste une chose, dans la stratégie TND, il y a les mesures 12 et 13 de la stratégie qui sont intéressantes. C'est que maintenant, il est possible, en tout cas, tout ce qui touche les personnes en situation de handicap, dans les foyers, les maisons d'accueil spécialisées, tout ça, de bénéficier justement d'un diagnostic d'une équipe CRA qui vient évaluer là où le diagnostic classique est compliqué. Mais maintenant, ils peuvent le faire, et encore faut-il que les institutions soient OK pour pouvoir proposer des réponses, en tout cas adaptées pour ces profils-là. Ça, c'est la mesure 12. Et la mesure 13, c'est exactement la même chose dans tout ce qui va toucher les IME et les ITEP, donc qui vont toucher plutôt les enfants. Donc, je me dis, il y a quand même des leviers qui permettent d'aligner un peu les pratiques, je crois, au niveau des institutions. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et juste pour réagir et pour répondre vis-à-vis du CRA en Alsace, pour le coup, pour moi, ce que j'en connais, je sais que déjà, il y a les centres d'excellence au niveau de la recherche sur l'autisme qui ont tendance de plus en plus à devenir des centres de recherche sur les TND au sens large. Donc, de même que les CRA vont vers une démarche plus TND, la recherche y va aussi. Et puis, je sais que les CRA ont tendance en Alsace à rechercher de toute façon les comorbidités, ce qu'on appelle les comorbidités ou les troubles associés du TSA pendant les diagnostics. Mais du coup, c'est plus au titre de vérifier que le diagnostic de TSA est bien posé. Par contre, il n'y a pas forcément d'accompagnement de la part des institutions de diagnostic TSA là-dessus. Et je pense que ça peut être effectivement, j'espère, la prochaine étape dans les années à venir de proposer un accompagnement aussi pour ce qui est de l'ordre du TDAH, etc. À voir ce que ça donne pour l'accompagnement de l'autisme en conséquence. Ça, pour le coup, j'en sais rien, mais je pense que c'est une bonne chose que le TDAH soit de plus en plus intégré, au moins dans déjà les tests qui sont faits, quoi. Ce qui me permet de rebondir en lien avec la question tout de suite de Nathalie, qui me demande à moi comment j'interviens auprès du CRA en tant que personne concernée, point d'interrogation. Et en fait, le CRA, je suppose qu'il y a ça dans tous les CRA, il y a ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique,
qui est une instance en fait qui va regrouper différents acteurs qui sont élus, enfin nommés par le directeur de l'ARS. Donc moi, j'ai été élu par le directeur de l'ARS pour rejoindre le collège personnes concernées. Il y a le collège professionnel, il y a le collège famille, le collège établissement de formation, le collège personnes concernées. Et donc, moi, je représente en fait dans mon secteur les personnes concernées au titre aussi du GEM de là-bas. Et donc, c'est une instance où on travaille avec le CRA pour améliorer en fait les prises en charge et les propositions qui sont faites par le CRA. Et à ce titre-là, on évoque très, très souvent des formations post-diagnostic, alors formation, sensibilisation, où on pourrait imaginer que des personnes, après le diagnostic, puissent aussi être à minima accompagnées sur certaines questions, et notamment pour faciliter la compréhension de ce que ça implique, parce qu'on n'est pas juste autiste à des endroits dans notre vie, on l'est tout de façon générale, et ça impacte inévitablement sur toutes les sphères de notre existence, et ça peut être parfois perturbant de se rendre compte de ça. Ça a été mon cas, de me dire que en fait, c'est à tous les niveaux. Et donc, l'idée, c'est aussi d'accompagner la montée en compétence des personnes vis-à-vis de leur propre manière de fonctionner. Alors, c'est un peu modeste comme démarche, mais ça fait partie en tout cas des considérations du CRA où je suis moi, et qui est peut-être le même ailleurs. Voilà. Et si ça vous va, ça nous permet aussi d'enchaîner sur la place qu'on va avoir aussi, peut-être dans cette question de pérédance, parce qu'on parle on est dans un GEM, on discute ensemble, on voit bien qu'on n'a pas forcément le même recul sur nous-mêmes, la même expérience vis-à-vis de soi. Enfin, il y a de la richesse un peu partout, et y compris parmi les gens qui sont au GEM actuellement. Alors peut-être que certaines ne sont pas encore diagnostiquées, d'autres sont en chemin, d'autres ça fait longtemps. Enfin, je suppose qu'il y a tous les profils, mais finalement tous ces profils-là se retrouvent à un moment donné, et je pense que ça correspond aussi à un besoin peut-être de rencontrer des pairs, etc. Et donc moi j'aimerais bien un peu avoir votre avis là-dessus, votre regard sur cette question de pérédance. Dimitri, si tu veux bien. Ah, il n'y a plus de son. J'avais coupé effectivement le son, donc voilà, ce ne serait pas forcément. Voilà. Par rapport à la pérédance, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. On peut avoir beaucoup d'accompagnement quand on est enfant, mais une fois qu'on est adulte, on devient un petit peu plus largué, j'ai envie de dire, surtout quand on gagne en autonomie, pour revenir sur le sujet d'avant. Et malgré tout, on l'a dit, les difficultés existent, et on n'a pas beaucoup, à part quelques professionnels de santé, on n'a pas beaucoup d'endroits vers qui aller. Et pourtant, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce qui est vraiment très agréable dans un GEM, en tout cas dans celui que j'ai la chance de fréquenter à Strasbourg, mais d'après ce que tu disais, Fabrice, quand on avait déjà échangé par le passé, ce qu'il y a, c'est que voilà, on est entre gens concernés, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer nos difficultés, on les comprend tout de suite, nos difficultés, les difficultés de l'autre. Donc on est là aussi pour juste par la compréhension de ce que vit l'autre, on a déjà cette bonne capacité à pouvoir se filer des coups de main sans avoir besoin d'insister. Et c'est la disponibilité des uns et des autres. Et c'est-à-dire, je vais donner un jour parce que je suis en mesure de le faire, mais le lendemain, c'est moi qui ai besoin qu'on file un coup de main parce que soit émotionnellement, soit sur un sujet ou sur un autre, j'ai besoin qu'on m'aide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le creuset qu'on peut trouver dans un GEM. C'est là qu'on voit, au travers de toutes ces interactions sociales, c'est toute cette aide qu'on peut avoir. Mais voilà, moi, je ne peux pas forcément dire beaucoup plus de choses. J'ai du mal à définir à titre personnel le terme de pérédance, mais c'est vraiment quelque chose que, effectivement, on peut vivre avec beaucoup de plaisir dans du donnant-donnant dans un GEM, quoi. Et de ton côté, à toi, Juliette? Ah, oui. Alors, allô? Oui, on t'entend. Super. Disons que le GEM, oui, c'est un lieu, comme j'ai dit avant, c'est un lieu de ressources, un lieu de bienveillance qui permet de prendre du recul par rapport à son autisme et à son être autiste, on va dire ça comme ça, et permet de se ressourcer
et d'échanger sur ses idées, ses parcours. Donc pour moi, le GEM Aspier et compagnie Strasbourg est vraiment, je dirais même, le seul endroit vraiment ressourçant pour moi. Donc c'est très important qu'il y ait un lieu comme ça. Ok. Ta remarque, Juliette, a été suivie de beaucoup d'approbation de la part de ceux qui sont en présentiel au niveau du GEM. Voilà, j'ai la salle en face de moi et ta remarque, Juliette, sur le rôle du GEM en tant qu'espace ressourçant unique a été accueillie avec beaucoup de plaisir par l'ensemble de nos membres présents. Espace ressourçant qui dit peut-être de pouvoir faire des petites pauses de temps en temps, sans doute. Et ça va être notre cas d'ailleurs maintenant. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause de cette visio. Et je crois que Charline, tu veux donner la parole à quelqu'un avant. Ça marche. Merci, Président. Président, Romain est président, c'est ça? Enfin, c'est une coprésidence peut-être, le GEM? C'est le président. Président. Ça pourrait nous permettre peut-être, après la pause, d'avoir un petit échange là-dessus, sur justement, est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'il y a vraiment, ça demande peut-être une certaine maturation dans le diagnostic ou pas, certaines compétences pour pouvoir justement avoir cette place-là, puisque de toute façon, les GEM, on rappelle, sont tenus, entièrement gérés aussi par des personnes qui sont concernées. Et qui dit concerné, dit peut-être difficulté administrative, difficulté de gérer le côté ressources humaines, interaction humaine avec le salariat, les banques, etc., des contrats. Je pense que ça peut générer aussi un lot d'anxiété. Donc, ça vaudrait le coup peut-être d'évoquer ça, si ça vous va, peut-être tout à l'heure, pour terminer au moins sur ces échanges. Alors, on se retrouve pour ce second temps. Alors, un second temps qui veut aussi peut-être moins dirigé pour pouvoir donner un peu plus la place aux échanges, aux commentaires, aux réactions des personnes qui participent, en tout cas, qui assistent à cette table ronde. Mais j'avais envie de rebondir aussi sur quoi on est resté, cette question des groupes d'entraide mutuelle et notamment la gestion des GEM. Nathalie, dans les commentaires, disait que c'est un défi, la gestion des GEM. Je veux bien la croire, et puis aussi pour l'avoir expérimenté. Et donc, j'aimerais bien un peu échanger là-dessus, sur est-ce que finalement, est-ce qu'il y a certaines qualités peut-être requises, peut-être certaines compétences à avoir aussi pour pouvoir être investi dans ce type d'activité ou pas. Et puis voilà, je vous laisse un peu la parole là-dessus sur ce que vous en pensez. Peut-être Dimitri.
Ouais, je vais entamer encore une réflexion plus générale. Le GEM, c'est une association, mais c'est une association qui est un petit peu spécifique, puisque, comme on le disait avant la pause, c'est une association qui regroupe, qui est gérée par des personnes concernées, donc en l'occurrence par des personnes autistes. Donc on est déjà dans un cadre bienveillant. Moi, pour ma part, si je suis endimanché, c'est parce que j'avais une réunion dans une autre asso ce matin, je suis impliqué dans d'autres tissus associatifs, et on se rend compte que il y a quand même une vraie différence sur les qualités qu'on a à avoir, puisque le GEM est un cadre bienveillant. On sait que notre bureau, notre conseil d'administration va être choisi parmi des autistes. Moi, j'étais président d'association, on va dire, dans un monde beaucoup plus neurotypique, et c'est très compliqué de faire corps et d'avoir les qualités. C'est beaucoup plus exigeant. Au GEM, ce qui est intéressant, c'est justement, on a déjà ce regard, comme je disais, bienveillant, et on a mis en place à Strasbourg, enfin pour le Bas-Rhin, une structuration aussi du bureau et du CA qui permet de ne pas mettre tout sur les épaules de notre président, qui est quand même particulièrement investi, mais on sait par l'expérience, par le recul, que voilà, on a tous, quand on est autiste, on a tous des moments de up, mais on a aussi régulièrement des moments de down, et donc on a mis en place tout un système où tout ne repose pas sur les épaules du président. Il y a un vrai travail d'équipe, de relais qui est mis en place, et ça a été écrit dans une nouvelle refonte des statuts qui a été approuvée il y a 1 an, et c'est quelque chose qui tourne bien en fait. Ça permet évidemment de ne pas être tout seul dans la gestion des choses, et le bureau, le CA bénéficie également du relais sur le terrain du coordonnateur et de l'ensemble des salariés, ce qui permet également de faire un lien et de ne pas avoir effectivement à tout gérer, quoi. Tout gérer. Et de ton côté, toi, Juliette, est-ce que tu fais partie d'une des instances, bureau, CA, collégial? Enfin, je ne maîtrise pas votre organisation, mais... Non, pour le moment, je ne suis que bénévole, mais très investie. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que l'engagement n'est pas une question de statut, mais de volonté et d'énergie. Et comme on a tous des qualités et tous des choses à apporter, c'est l'hétérogénéité du groupe qui est intéressant en général, au GEM en général, pas que chez nous. Voilà. Et à ton niveau, c'est quelque chose que tu pourrais... Pourquoi je dis ça? C'est que le principe de l'associatif, hein, qu'il soit neurotypique ou neuroatypique, c'est toujours l'idée aussi l'idée que le relais puisse se passer et que ça puisse pérenniser au-delà des personnes et que ça puisse aussi vivre. Et c'est souvent ça qu'on peut retrouver dans l'association. C'est une somme de responsabilités qui tiennent sur peu d'épaules et puis des fois un épuisement, difficulté à mobiliser les gens, etc. Alors, je fais une généralité et j'entends bien que ce ne soit pas forcément le cas chez vous grâce à une structuration aussi de la bienveillance des valeurs que vous portez ensemble, et ça, c'est chouette. Mais qu'est-ce qui pourrait, toi, là, te retenir d'aller peut-être plus loin, ou alors est-ce que ça te suffit la place que tu as? Est-ce que tu pourrais te projeter, toi, en tant que membre, peut-être de t'investir un peu plus là-dedans ou pas? Alors, la volonté est là, mais la question est toujours de savoir est-ce qu'on aura les cuillères à un moment donné? Oui, sans doute, ça serait intéressant de s'engager, mais j'aime toujours, moi, à titre personnel, avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe au sein du GEM, d'être plus dans l'action et le partage avec les membres que d'être assis au bureau ou dans les réunions. Donc voilà, je suis encore en réflexion là-dessus. Ouais. Okay. Je rebondis sur des choses qu'on a vu passer sur le chat et je reprécise, hein, moi c'est pareil, je suis comme Juliette, je suis juste, avec beaucoup de guillemets, bénévole, je ne suis pas investi dans le CA, je ne suis pas investi dans le bureau, et c'est aussi une des forces qu'on a chez nous. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est par rapport aux autres GEM qui nous écoutent ou de ton côté, Fabrice, mais c'est vrai que en fait, le CA a cette chance d'avoir à sa disposition, entre guillemets, un vivier d'adhérents qui s'investit bénévolement, chacun à la mesure de ses compétences et de ses capacités. Et si j'ai pu parler des statuts tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, j'avais proposé mon aide, puisque c'est un domaine dans lequel je ne suis pas trop mauvais, mais c'est pas pour autant que j'ai l'intention de m'investir dans le CA, parce qu'on a la capacité de s'investir aussi énormément dans l'association sans pour autant passer par les instances, et là, ils nous écoutent, mais c'est pas du tout parce qu'ils nous écoutent que je le dis. On a un bureau et un conseil d'administration qui est très compétent, et les places sont limitées, et c'est pas pour autant qu'on a envie de prendre leur place et qu'on n'a pas envie de s'impliquer dans l'association. Ouais, je peux rebondir sur
l'expérience que j'ai, moi, de 2GEM bretons, où on se rend compte que c'est vrai que quand on a monté le GEM, quand je dis on, c'est que j'en faisais partie, à l'époque du 2020, la grande machin de tous les appels à projets, on était globalement tous, on avait déjà connu finalement l'associatif, on travaillait certains dans le médico-social, enfin, c'est des choses comme ça, on avait quand même une certaine aisance à certains endroits. Une seule personne n'était vraiment pas du tout, et je mesure d'ailleurs, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, sa montée en compétences relationnelles, humaines, grâce aussi à cette place-là de responsabilité. Mais globalement, on a un bureau qui porte pas mal, en fait, qui impulse, et aussi des adhérents qui ne souhaitent pas forcément aller plus loin et viennent un peu consommer ce qu'il y a à consommer. Alors, c'est pas du tout un reproche parce que chacun fait avec sa temporalité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tout ce qui va être dimension un peu de travailler la pérédance, pour revenir à ça, la question des habiletés sociales aussi, le GEM est un lieu de ressources, un lieu ressource, comme ça a été bien précisé par Romain tout à l'heure, mais aussi un lieu où l'idée, c'est toujours de faire attention au risque peut-être de l'entre-soi, de rester dans quelque chose, alors que l'idée, c'est de pouvoir aussi se sentir mieux dans la vie de manière générale. D'où l'idée d'impulser parfois des petits trucs comme ça en mode, pour le coup, mais pérédance, appropriation de certaines compétences aussi qui sont utiles pour rejoindre ce que disait d'ailleurs Thomas sur l'idée qu'il faut aussi pouvoir monter en compétence là-dessus. Et là, pour le moment, je constate un peu ça, un fossé entre des ambitions du collectif un peu bureau CA, qui est responsable administrativement, et des membres, en fait, qui ont du mal à accrocher au-delà peut-être d'une activité un peu de loisir ou de consommation. Et voilà, c'est un peu ça que je constate dans 2GEM breton.